Bonsoir, Monsieur le Président. Nous sommes encore avec vous pour discuter des questions cruciales. En l'occurrence, nous sommes là dans le format que vous appréciez tant, communication spéciale. Monsieur le Président, ce jour, nous nous intéressons aux États-Unis, plus particulièrement une récente décision du président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, qui, dans un récent décret, a imposé des tarifs douaniers à pratiquement toute la planète. Monsieur le Président, qui vont entre 10 et 34%. Monsieur le Président, de prime abord, quelle est votre réaction vis-à-vis de cette imposition de tarifs douaniers au monde? Mais d'abord, c'est un homme politique qui tient sa promesse électorale. Je pense que personne n'est surpris par cette décision. D'ailleurs, si elle n'a pas été prise, c'est ça qui aurait été la véritable surprise. À retourner contre Donald Trump. Mais le fait qu'il tienne sa promesse de campagne montre qu'on a affaire à quelqu'un qui, déjà en termes d'homme politique, se distingue à tout point de vue. Donc, c'est une promesse de campagne. Il est en train de la tenir. Point. Voilà. Maintenant, ceux qui sont habitués à réduire les programmes électoraux en gadgets de campagne crient, pleurent. Mais il a prévenu. C'est sur ça qu'il a été élu. Il a dû appliquer simplement son programme de campagne. Je ne vois pas pourquoi moi je vais... il n'y a pas... Quelqu'un comme moi, nous suivons Donald Trump depuis, et rien ne nous surprend dans son comportement. Ceux qui sont surpris subiront, ceux qui ont anticipé profiteront. Voilà. C'est une nouvelle donne économique qui signifie fondamentalement la fin de la mondialisation. C'est tout. C'est fini. Cette mondialisation, qui est d'abord essentiellement un projet économique porté par des multinationales, des marchés financiers et les structures transnationales, consiste à organiser la planète du point de vue de son territoire dans le sens des intérêts des entreprises multinationales et transnationales. Ce qui les caractérise, c'est qu'elles n'ont pas de patrie. Leur seule patrie, c'est l'argent, c'est le profit. Elles n'ont pas de patrie, ces entreprises-là. Donc, vous voyez, des gens qui n'ont pas de patrie ne savent pas ce qu'on appelle les impôts, méprisent ce qu'on appelle les coûts liés aux internalités, la question de la justice sociale, les coûts sociaux de l'exploitation économique, en termes de cohésion sociale, en termes d'équilibre de la société, etc. Ils s'en fichent. Donc, le pouvoir qu'elles ont eu sur nous, sur les États, sur les sociétés, les a permis, je répète encore, d'organiser la planète de manière à mieux manipuler ce qu'on appelle la dotation factorielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les facteurs de production, c'est l'énergie, les compétences, la ressource humaine, les impôts, entre autres. Donc, vous voyez, je peux avoir mon centre de production aux États-Unis, par exemple. Non, je peux dire que, OK, mon entreprise a pour base les États-Unis, je décide simplement qu'aux États-Unis, par exemple, je veux développer la recherche. Mes usines sont en Thaïlande. J'ai des filiales en Irlande, en Afrique, etc. Tout ça en fonction du projet que j'ai en matière de dotation factorielle. C'est-à-dire de faire à ce que les facteurs me coûtent très moins cher, indépendamment de l'impact que je laisse sur le pays. C'est pas que j'exploite. Et pendant ce temps, moi, je me fais des profits. Non, non. Alors, ce qui fait quoi? Ce qui a pour conséquence d'avoir transformé l'économie américaine en un simple comptoir de consommation. D'où la désindustrialisation. Et Donald Trump, vous savez, dans sa campagne, toute sa campagne, c'est structuré autour, entre autres, la nécessité de réindustrialiser. Voilà.
Monsieur le président Donald Trump a dit dans sa déclaration qui précédait ce décret, il dit, je cite, aujourd'hui est l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine. Il marque la déclaration de notre indépendance économique. Monsieur le Président, une question simple. Les États-Unis n'étaient-ils pas un pays indépendant? Mais votre question est très belle. Je pense que vous trompez l'interlocuteur. Il faut demander ça aux Africains. Aux Africains qui, au lieu de se faire leur propre point de vue sur le plan géopolitique, reprennent les discours de leurs ennemis. Dès son premier mandat de passage à l'ONU, Donald Trump a dit que l'avenir est aux nations indépendantes, aux patriotes, aux nations souveraines, et que l'Amérique n'était pas un pays souverain. Il a dit. Je pense qu'à l'époque, nous avons fait des émissions là-dessus. Donc, si Donald Trump vous dit que l'Amérique n'est pas souveraine, vous devez donc comprendre ce qui est en train de se jouer. Il ne suffit pas de dire que l'Amérique est la première puissance mondiale. Oui, c'est vrai, mais a été. C'est de savoir, mais quels sont les acteurs concrètement qui profitent de cette place, de cette prépondérance américaine à l'époque. Donald Trump vous dit, ce n'était pas les États-Unis, c'était l'État profond, c'est-à-dire l'ensemble constitué par Wall Street, les multinationales, etc. C'est ça, la Fed. Voilà les gens qui profitaient de cette position. J'allais oublier le dollar. Qui profitaient de cette situation. Oh oui, l'Amérique, c'est une première puissance mondiale. C'est elle, ceci, mais ok. Auparavant, l'Amérique fait les guerres et ces gens-là profitent. Mais quand vous regardez le niveau de surendettement des États-Unis, vous comprenez ce qui arrive si rien n'est fait. Le dollar va perdre sa valeur au fur et à mesure que l'Amérique est incapable de rembourser sa dette et qu'elle transfère ses déficits, n'est-ce pas, sur d'autres pays, déséquilibrant les balances commerciales des autres pays à son profit. Tôt ou tard, ça l'a abouti, ça l'a accéléré, ce qui a commencé, la dédollarisation. Donald Trump veut stopper tout ça. Il veut réindustrialiser l'Amérique. Il veut consolider la suprématie du dollar, qui sont les leviers fondamentaux du véritable souveraineté américaine. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que une soi-disant hyperpuissance qui est basée sur la spéculation financière et sur la désindustrialisation prépare le lit de la disparition des États-Unis. Et c'est sur ça que Donald Trump a fait sa campagne, puisque la désindustrialisation crée du chômage. Des États entiers, des villes ont été ravagées par le chômage, l'inflation et le dépérissement des êtres humains. D'ailleurs, c'est même ça qui a réveillé aux États-Unis l'instinct suprémaciste. Parce que quand les gens parlent de suprémacisme américain, avec son corollaire, le racisme, et ça va remonter là, hein, ça remonte au fil, ça va remonter là aux États-Unis. C'est lié à quoi? C'est d'abord lié à la situation économique. Lorsque des États, des pans entiers, les villes, sont détruites par le chômage, la consommation de la drogue, la violence. Mais on sait très bien que tout ça va aboutir tôt ou tard à la disparition des États-Unis. Parce que c'est ça aussi le projet de l'État profond. Voilà. Donc, je te vide, et après je te détruis. Donc c'est contre ça que Donald Trump est en train de se lever. Donc le fait d'augmenter les droits de douane, c'est très clair. Vous voulez gagner de l'argent, venez investir aux États-Unis, c'est tout. Vous investissez tout aux États-Unis. Vous recréez des industries aux États-Unis. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de faire. Et comme les chefs d'entreprise sont très rationnels, je pense qu'ils vont vite bien comprendre que, mais, au lieu de payer ça, autant mieux je viens investir une fois créer mes usines aux États-Unis. C'est ça le projet. Monsieur le Président, dans le fond, nous savons que les États-Unis, après les accords de Bretton Woods, ont pratiquement bénéficié de ces accords à travers le dollar et le pétrodollar. Monsieur le Président, aujourd'hui, le président Donald Trump, manifestement, se comporte comme si le monde pillait les États-Unis. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de ce renversement de situation? Mais c'est un Américain, non? Américain. C'est un Yankee. Un vrai Yankee. L'esprit pionnier, c'est quoi? On ne voudrait pas écouter son discours lors de l'investiture. Le retour de l'esprit pionnier. Il n'y a pas d'esprit pionnier sans le génocide des Indiens.
sans l'esclavage des Noirs. Bon, vous croyez qu'il viendra vous dire, écoutez, vraiment, l'Amérique est tombée parce que nous sommes les feignants, assassins. Non, 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 non. L'esprit pionnier américain, on ne le comprend pas si on évacue les passions fondamentales de la nation américaine. De la nation américaine. Ces passions fondatrices, c'est lesquelles? Le christianisme américain, c'est un christianisme esclavagiste, sioniste, et avec le Far West, c'est-à-dire une chasse à l'homme. Ouest, c'est l'Ouest. Vers l'Ouest, on les qui habitaient l'Ouest. Quand on dit Far West, on chassait d'abord les Indiens. Donc, maintenant, le Far West est fini du point de vue des populations qu'il fallait chasser. L'esclavage n'est pas possible dans sa version de l'époque. Le racisme noir, il est possible, il est toujours là. Donc, le levier racial est là. La passion raciale, comme l'a dit, elle est là. La passion religieuse, elle est là. Christianisme purement américain, donc avec le Jésus américain est esclavagiste, il est sioniste. Et quand c'est nécessaire, il est suprémaciste. Donc, ces passions-là sont là, mais il manque d'autres leviers. Il faut l'industrie. Puisqu'on ne peut plus aller chercher les esclaves comme avant. Il faut les industries. C'est ça la question des droits de l'homme. C'est ça le protectionnisme. Ça doit vous ramener aux fondamentaux de l'économie. Hein. Quand on est dans le cadre des nations, on comprend très bien le souverainisme économique de Donald Trump, à savoir la protection de ses frontières. C'est-à-dire que c'est ça qui montre que la mondialisation est finie. C'est fini. Donc, bon, il faut pas savoir, c'est de demander pas de savoir si on est pour ou contre. Parce que je connais très bien les gens qui vont dire que voilà, exporteur de Donald Trump, au lieu de réfléchir. Ce n'est pas de savoir bien analyser la donne qui est devant nous et qui vient du premier, du président, du plus puissant État de l'hémisphère occidental. C'est ça qui est le plus important. Moi, ça me plaît. Parce que la démondialisation nous arrange. L'Afrique n'a jamais rien gagné dans cette mondialisation. Au contraire, la plus grande perdante de la mondialisation, c'est qui? C'est l'Afrique. Donc moi, tout ce qui parle de le phénomène, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. Maintenant, quand les notions de souveraineté nationale retrouvent leur place dans la lutte géopolitique mondiale, ça m'arrange. Sur le panafricanisme, non. Donc, la condition d'un panafricanisme, c'est aussi d'avoir les États souverains qui peuvent décider de devenir panafricanistes. Ce sont les États qui n'ont pas de souveraineté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de choisir de devenir ou pas panafricanistes. Donc, à tout point, moi, le n'est pas surpris par la révélation du pouvoir. Nous l'avons préparé. Nous avons annoncé aux gens qui devaient revenir. Voilà. Souvent, quand on montre la lune, les gens préfèrent regarder le doigt. D'autres fouillent même la couleur de nos ongles. Voilà. Entre-temps, tout le monde est déjà là. On ne sert à rien de crier. Il fallait anticiper. Merci, Monsieur le Président. Avez-vous un mot de fin? En tout cas, il y a un processus irréversible de basculement géopolitique dans le monde. Nous sommes en train de sortir petit à petit de la géopolitique classique pour entrer dans une nouvelle géopolitique où le monde sera confronté à l'apparition d'un triangle géopolitique constitué des Américains, de la Russie et de la Chine. Mais c'est un triangle très instable, il est très instable. Sans cela qu'il crée une bonne nouvelle. Au-delà des zones d'influence que ces différentes puissances peuvent se constituer ou consolider autour d'elles, encore que même aujourd'hui la notion de zone d'influence est devenue très compliquée parce que vous voyez l'Inde. L'Inde a pour partenaire commercial les États-Unis, mais partenaire militaire la Russie. Vous voyez, c'est-à-dire que vous verrez beaucoup ce type de situation, mais un monde extrêmement complexe où les tests classiques de la géopolitique de la puissance ne pourront plus expliquer. Je ne dis pas que la puissance ne va pas disparaître, mais je dis que ça ne pourra plus expliquer, ça ne suffira plus
à, à, à organiser la géopolitique mondiale. On est dans une nouvelle ère où l'Afrique, si elle saisit sa chance, peut sortir la tête de l'eau. Peut sortir la tête de l'eau. Et c'est en cela que tout ça est intéressant pour nous. Le panafricanisme est préparé depuis 15 ans. Nous sommes très optimistes par rapport à cette situation. Monsieur le Président, Monsieur Donald Trump, président des États-Unis, a imposé des droits de douane à plusieurs grandes puissances, notamment 20% de droits de douane à l'Union européenne, 34% à la Chine, 26% à l'Inde, 32% à Taïwan, 24% au Japon, 25% à la Corée du Sud. Monsieur le Président, quelles sont les marges de manœuvre pour ces pays face aux États-Unis? Non, il faut les prendre spécifiquement. Il y a des pays qui ont un tel niveau de dépendance à l'égard du marché américain que le temps qu'il faut pour s'adapter va créer beaucoup de pertes. À défaut pour ces pays de se soumettre simplement aux mesures prises par Donald Trump. Donc il faut les spécifier. La Chine a la capacité de réagir. Elle, a, elle est robuste, son économie est solide. Malgré les bons du Trésor? Oui, bon, les bons du Trésor, c'est un problème spécifique, mais je parle de l'agilité structurelle de l'économie chinoise, dans le sens de compenser rapidement les pertes dues à la mesure de Donald Trump. Le marché chinois a une agilité technologique, une agilité structurelle qui lui permet de répondre rapidement aux défis posés par la mesure de Donald Trump. Par contre, c'est l'Union européenne, en général, la France, dans une certaine mesure l'Allemagne, Les alliés des États-Unis. les alliés des États-Unis qui peuvent avoir des difficultés à rebondir. Parce que le temps soit de trouver de nouveaux marchés à ces produits, la manière soit de ramener, de convertir les conséquences en interne. Ce temps-là peut être difficile à gérer pour ces pays-là. Et en dehors des réactions symboliques qu'elle pourrait opposer par réciprocité à M. Donald Trump, ces pays risquent de subir, soit par le fait que les entreprises concernées peuvent Se délocaliser. aux États-Unis. Je pense que c'est l'un des objectifs de Donald objectifs Trump. de la mesure, tout à fait. La mesure, soit elles peuvent simplement répercuter en interne la mesure en termes de prix. C'est vrai dans une certaine mesure pour des marchés comme le Japon. Mais ce qui est frappant, c'est que une fois de plus, on voit bien que les pays qui, d'après Donald Trump, volent les États-Unis en ne payant pas les impôts, etc. Ce sont ces pays-là qui vont être obligés de s'adapter à cette situation. Tout à l'heure, je vous ai dit dans ma première intervention que ça va se jouer au niveau de la manière dont chacune de ces entreprises manipule la dotation factorielle. C'est-à-dire le fait d'avoir suffisamment de marge de manœuvre en matière de facteurs de production. J'ai cité l'énergie, j'ai cité la ressource humaine, j'ai cité au niveau des impôts, etc. Donc, c'est à ce niveau que ça va se jouer. Donald Trump mise sur le fait que ces entreprises peuvent choisir entre soit répercuter les coûts, soit délocaliser les structures au niveau des États-Unis. Parce que le temps de s'adapter, de réorienter leur structure de production, etc., le réalisme va les amener, soit à se plier, soit
à, à répercuter les coûts sur les prix. Donc, ça va créer un choc. Déjà, les chocs sont là. Est-ce qu'on peut s'attendre à un effondrement de ces économies? L'effondrement, ce serait trop dit. L'effondrement, ce serait trop dit. Puisque, en tant qu'économie capitaliste classique, ces pays, euh, en capitalisme, les crises, en dernière instance, sont des opportunités. Opportunités, puisque une entreprise qui ferme peut être remplacée par une qui ouvre. Bon, ça, on est au niveau du principe. Hein. On est au niveau des principes. Effondrement, non, mais ça va créer des chocs, ça peut aggraver l'inflation, des risques inflationnistes qui sont clairs. Ce qui va plutôt aggraver déjà les conditions économiques de la plupart de ces pays, surtout en Europe. Déjà au départ, lorsque vous avez vu les sanctions européennes ont profité à qui? Aux États-Unis. Les entreprises ont délocalisé pour maîtriser les coûts des facteurs. Alors, donc Donald Trump, quand vous augmentez les taux de donne, les entreprises ont soit le choix entre répercuter, euh, revoir comment on appelle ça, la compétitivité de leurs installations, de leurs installations, soit, comme j'ai dit, chercher de nouveaux marchés dans lesquels les marges ne seront pas, dans lesquels ils vont consolider leurs marges, soit les maintenir. Alors, le problème, c'est de savoir quelles sont les entreprises qui ont cette capacité, n'est-ce pas, à rebondir rapidement. C'est le problème. Parce que le risque auquel Donald Trump lui-même s'expose, c'est que s'il n'y a pas, si au niveau des marchés américains, si déjà au niveau de l'économie américaine, il n'a pas la capacité, déjà quasi mécanique, de remplacer les entreprises qui vont décider de quitter le marché américain par une production interne. Parce que soit il a les gains mécaniques liés au fait que bon, les entreprises ont choisi de se plier à la mesure, ils gagnent, soit il y a des entreprises aux États-Unis qui sont prêtes à produire pour remplacer, pour remplacer les produits qui vont être plus ou moins affectés par les mesures qu'il a prises. Donc, il joue sur ces deux leviers-là. Voilà. Mais bon, moi je pense que Donald Trump n'est pas fou. Ce sont des mesures bien préparées, il a le temps de les préparer, il a bien pris le temps de les calculer. Donc, certainement, ces mesures, ça va être à l'avantage des États-Unis. Monsieur le Président, dans le même sillage, nous avons observé que le président américain n'a pas pris de fortes mesures à l'encontre des pays africains. Est-ce qu'il fait un clin d'œil sur le plan diplomatique aux pays africains? Non. En dehors des relations classiques en matière économique qui sont liées à ce qu'on appelle l'économie extractive, sur lesquelles les pays africains n'ont pas de contrôle. Parce que les prix n'étant pas fixés par les pays africains, on voit mal comment, à travers les prix, on peut voler les États-Unis. Donc, à travers ça, hormis ça, vous avez la Goa. La Goa, c'est un marché c'est un marché qui a été créé par les démocrates. C'est Bill Clinton qui lance la Goa. Bon, comme vous dites, le principe de la Goa, c'est que les Américains, d'une certaine manière, délocalisent en Afrique les produits qui ne sont plus compétitifs sur le marché américain. Donc, on produit ici, mais on revend sur le marché américain. L'impact de la Goa, ce n'est pas, je pense, n'est pas de nature en termes de coût. Son impact n'est pas de nature à affecter l'économie américaine comme c'est le cas avec les Chinois, les Européens, du moins les pays où les taux sont plus élevés. Donc, l'Afrique, c'est marginal dans le marché américain. C'est marginal. C'est une simple question de proportionnalité. Oui, c'est marginal du point de vue de la production des biens finis. Mais du point de vue de l'économie extractive, je vous ai dit, comme nous ne fixons pas les prix, il n'y a pas de problème. C'est pas nous qui fixons les prix.
Voilà, les matières premières sont dans notre sous-sol, mais ça ne nous appartient pas. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Lorsque, il faut aller aux États-Unis pour voir les ravages du chômage, les ravages de la désindustrialisation dans certains États, dans les villes. C'est sérieux. C'est ça qui a fait le lit de la victoire de Trump, en grande partie. C'est mécontentement social. Oui, le mécontentement social, dû au chômage, dû à l'inflation, la hausse des prix des denrées essentielles, etc. etc. Donc, le but de Trump, c'est de répondre à ses besoins immédiats. C'est ça qui sera jugé d'ici 2 ans, lors des midterms. Donc, c'est d'apporter une réponse rapide, immédiate. Et le levier des droits de douane, c'est un levier qui correspond à ce type d'urgence que peut avoir, n'est-ce pas, sur sa table un dirigeant qui veut relever les défis économiques. C'est ça. Donc, vous savez, quand vous fermez vos marchés, vous augmentez les prix de douane, vous devez vous assurer que ça ne se retourne pas contre vous. Bon, on peut tout dire de l'économie américaine, elle a quand même, en principe, elle a les capacités de résister, oui, elle a les de capacités, s'adapter. elle a une certaine agilité. Elle a des capacités, elle a une agilité technologique, elle a une agilité en termes industriels qui peut lui permettre rapidement de juguler à son avantage un tel risque. Parce que le risque qu'il y a derrière cette mesure, c'est la réponse justement. Mais la réponse ici, comme je vous l'ai dit, dépend des capacités de ceux des pays qui vont riposter à supporter, à être prêts à payer le coût, à payer le prix de leur riposte. Alors quand vous voyez les pays, là, quand vous les regardez pour la plupart, c'est pas évident. Comment dire ça, les produits sont encore libellés en dollars. Voilà encore un autre levier qu'on a oublié. Les produits sont libellés en dollars. Et le marché américain, c'est en termes comment dire ça, en termes de destination des produits pour les Européens, par exemple. Ces pays ne sont pas encore prêts de se passer du marché américain. Ils ne sont pas encore prêts. Donc, je pense que Trump a mesuré tous les risques et je crois que c'est fort de ce qu'il maîtrise les leviers de cette mesure-là quand il a pris cette décision. Monsieur le Président, en quelques minutes, quelles peuvent être les conséquences politiques de cette affaire, notamment sur les pays, sur ses alliés? Non, mais est-ce que Trump a encore les alliés dans le sens classique? Ses anciens alliés. Bon, les anciens alliés des Américains, de l'État profond américain. Trump, lui, il est concentré sur le Vous avez parlé tout à l'heure de résilience. Nous savons que, on va dire, les populations européennes ne le sont pas, manifestement. Est-ce qu'on peut avoir des conséquences politiques? Oui, en Europe, oui. Oui, en Europe, c'est évident. Là c'est clair que le premier... Est-ce que ce n'est pas aussi là le but visé? Pourquoi pas? C'est clair. La première entité qui est visée, c'est l'Union européenne. La première entité qui est visée, c'est l'Union européenne. C'est risquant parce que le traité de Maastricht, c'est le marché unique européen. Vous voyez ça, c'est le marché unique européen. Maintenant, si les nations doivent essayer de recouvrer un peu de la souveraineté économique, il faut aller contre les principes de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne va être l'une des premières entités qui va subir de plein fouet cette mesure. Trump en est conscient, il en est conscient. Donc, il ne réfléchit pas en termes d'alliés. Il lui dit que les alliés pillent les États-Unis, volent les États-Unis. C'est ce qu'il dit. Donc, il va empêcher les alliés de continuer à voler. Voilà. C'est simple que ça. Alors, si les alliés volent et que lui l'empêche de voler, c'est les alliés qui vont partir. Ils ne pourront plus voler. Parlons comme lui, hein. Parlons comme lui. Mais c'est simple. Il regarde sa balance commerciale. Il regarde. C'est des trucs qui sont... Les tableaux sont là, il les regarde. Voilà, il les regarde. Il essaie de corriger. Si on ajoute à ça le fait qu'il tient vraiment à changer complètement la donne au niveau de la Banque centrale américaine, on est vraiment à l'aube d'un grand chamboulement économique au niveau mondial.
monétaro-économique au niveau mondial. Mais c'est tant mieux parce que le monde devait aller où avec cette mondialisation? On allait où? Ben, ce qui devait arriver, c'est arrivé. Donc je pense que les pays africains, enfin, doivent réfléchir à faire de l'économie. À faire de l'économie. Euh, voilà, c'est un prétexte. Voilà un bon prétexte pour enfin faire de l'économie. Encore qu'il faut que les pays africains ne soient pas, comment on dit ça, le punching ball, le punching ball des Européens, des Européens qui, à défaut de résister à la bourrasque Trump, vont nous faire payer les frais. C'est la question monétaire avec le franc CFA, totalement collecté à l'euro. Donc, vous avez vu, à la faveur de le choc créé par la guerre en Ukraine, un pays comme le Cameroun a vu sa dette passer pratiquement de 7 500 milliards de dettes, pratiquement à 12 000. Pratiquement. De manière mécanique. Hein. Donc, ils ont là de transformer, de nous faire filer leur déficit. C'est ça la question monétaire. Mais je pense que maintenant, les Africains, les dirigeants africains nous l'ont montré, dans le dernier sommet sur la CEMAC, extraordinaire sur la CEMAC, que bon, les dirigeants africains vont comprendre que si on s'abuse, c'est nous qui allons partir, parce que les populations ne sont plus prêtes à accepter certaines choses qu'elles ont acceptées par le passé. Donc vraiment, on est à la veille d'un grand chamboulement. Il a déclenché pratiquement un changement, une bourrasque économique à l'échelle mondiale. En Europe, on dit qu'il a déclenché la récession. Voilà. Bon. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a ses priorités internes, il veut les régler. Vous êtes loin là, vous dites qu'il veut déclencher une récession. Voilà. C'est une façon de lui donner raison à ce qu'il dit. Que les Européens réagissent en conséquence. Les pays sont. C'est l'état de droit, non? C'est l'état de droit, ils sont. Voilà. C'est une puissance économique et commerciale. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Voilà. Donc, on est dans une période de choc économique. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. En tout cas, je l'ai dit, pour l'Afrique, la mondialisation ne nous a pas profité. On n'a rien gagné là-dedans. Voilà, donc, quelque chose qui nous apporte rien, qu'est-ce qu'on fait dedans? Maintenant, on a quelqu'un qui peut nous aider à profiter pas, de cette situation, cette nouvelle donne, pour réorienter nos options économiques. D'autant plus que je l'ai dit, Trump vous le dit, il est bien conscient que l'Amérique n'est plus la première, n'est plus l'hyperpuissance. Il le dit. Rubio, là, il dit que non, le monde est devenu multipolaire. Il faut que les Occidentaux prennent compte de cela. C'est ce qu'il dit. Voilà, alors, il n'y a pas même message pour l'Afrique qu'un tel message, pourvu qu'on sache en tirer profit. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous étions là dans une communication spéciale consacrée à la guerre économique mondiale lancée par le président des États-Unis, Monsieur Donald Trump. Monsieur le Président, à nous revoir très bientôt. Merci.